Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour continuer aujourd'hui notre rétrospective Kubrick. Déjà avec l'avant-dernière vidéo de la série, qui va, comme vous l'avez peut-être déjà vu sur la miniature, porter sur Full Metal Jacket, qui est peut-être l'un des derniers grands films sur la guerre du Vietnam, qui globalement a connu deux grandes périodes d'intérêt au cinéma, la fin des années 70 et la fin des années 80. Et la guerre du Vietnam, c'est une guerre un peu unique dans l'histoire américaine. C'est même Kubrick qui le dit dans un entretien. Et pourtant, c'est avec cette guerre et avec ce film qu'il va peut-être le mieux mettre en scène une idée qui parcourt son cinéma, qui est ce dilemme de l'humanité entre le bien et le mal, la pulsion de violence et le désir de l'amour. Aujourd'hui, on parle de l'avant-dernier film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. Alors une chose qui est assez évidente quand on regarde le film, c'est qu'on n'est pas une longue contextualisation de l'époque à laquelle ça se déroule, mais on rentre directement in medias res, comme on pourrait dire en littérature, ce qui signifie en latin au milieu des choses. On est directement dans le feu de l'action, dans l'action en tout cas. Ça contraste avec certains Kubrick, dans lesquels une voix off évoquait d'abord le contexte, et en fait dans tous ses premiers films, de Fear and Desire jusqu'à Dr. Folamour. Et on retrouve même ça dans Orange Mécanique et Barry Lyndon. Et puis même dans 2001 et Shining, on a une sorte de contextualisation, qui est même plutôt longue d'ailleurs. C'est la préparation avant les événements. Alors là aussi on a une préparation, mais on n'a pas une contextualisation à proprement parler. C'est-à-dire qu'on ne nous explique pas ce qui va se passer ou ce qu'il risque de se passer ensuite. Et en fait on ne prépare pas tellement pour ce qui va arriver. Et c'est assez intéressant de se dire ça pour un film de guerre. Et en fait, c'est la première minute 30 qui va nous contextualiser le récit, mais pas de manière aussi explicite que ses films précédents, puisqu'on comprend que c'est la guerre parce que des jeunes se font raser le crâne, et on comprend que ça se passe au Vietnam parce que la musique qu'on entend en fond en parle. Alors on va ensuite avoir une voix off qui va nous expliquer le contexte, mais c'est pas avant la troisième scène, et en sachant en plus que la deuxième est assez longue. Et ça va être une narration à la première personne, qu'on retrouve aussi dans Le baiser du tueur, Lolita et Orange Mécanique, et qui va permettre de se focaliser sur l'expérience vécue. C'est l'objectif de Kubrick. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on va retrouver à peu près la même construction que pour Orange Mécanique, c'est-à-dire à la fois binaire et ternaire, une polyrythmie d'une certaine manière, que j'ai essayé d'illustrer avec ce schéma. Donc d'abord on a cette structure binaire avec dans un premier temps l'initiation à la guerre, qui se passe d'abord aux États-Unis, puis au Vietnam. La rupture c'est le trajet en hélicoptère du héros, qui entre vraiment dans le conflit. Il avait quasiment jamais combattu avant en fait. Et dans un second temps, il pratique donc la guerre au Vietnam. Et on a aussi cette structure ternaire, d'abord la formation au camp d'entraînement, puis Pyle, baleine en VF, tue le sergent. Et il y a une transition radicale avec le reste du film à partir de ce moment-là, un peu comme dans Orange Mécanique d'ailleurs, avec l'arrestation d'Alex. Et donc dans cette deuxième partie, Joker, le héros, devient journaliste, et il arrive au village, au deuxième tiers du film, et enfin la dernière partie, c'est cette longue séquence de combat dans le village en ruine, et c'est une structure qui ressemble beaucoup donc à celle de Orange Mécanique. Il y a d'ailleurs beaucoup de liens entre les deux films, à plein de niveaux. Mais un peu comme dans Barry Lyndon, c'est inversé, c'est-à-dire que dans un premier temps, le héros va subir une sorte de violence morale, une violence des mots, celle de son sergent instructeur, et dans un second temps, le héros a gagné en assurance, il tient d'ailleurs tête à l'un des plus féroces soldats quand il retrouve son ancien camarade de formation. Le personnage, le héros, c'est quelqu'un qui a à peu près la même trajectoire que Barry dans Barry Lyndon. C'est quelqu'un qui va devoir surmonter l'adversité pour survivre. Et c'est aussi un de ces personnages qui est une sorte d'éponge à sentiments. C'est déjà ce qu'on avait évoqué dans Shining pour Wendy, la mère de famille. Et ça me fait penser au fait qu'il y a deux types d'acteurs dans les films de Kubrick. C'est l'idée de Michel Simon, qui est un des rares spécialistes de Kubrick en France, un des rares à avoir pu s'entretenir avec lui. Et donc comme je le disais, il y a deux types d'acteurs dans les films de Kubrick. Il y a d'abord les éponges à sentiments, je sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais c'est ce que ça m'évoque, c'est des personnages qui contiennent leurs émotions, parfois pour le bien des autres, parfois pour le leur,
Et dans ce genre, il y a James Mason dans Lolita, les astronautes dans 2001, Ryan O'Neal et Marissa Berenson dans Barry Lyndon, il y a aussi Shelley Duvall et Danny Lloyd, et même Jack Nicholson jusqu'à un certain point dans Shining. On a aussi Tom Cruise et Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut, et donc Matthew Modine dans Full Metal Jacket. C'est des personnages très sobres qui laissent rarement transparaître leurs émotions. Et d'un autre côté, on a aussi des personnages et des acteurs extravagants. C'est Peter Sellers dans Lolita, et dans son rôle de Folamour dans Dr. Folamour. On a aussi Shelley Winters dans Lolita, peut-être la seule femme à incarner ce rôle-là d'ailleurs. Et c'est aussi Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, ou Jack Nicholson dans Shining, surtout dans la seconde partie. Et dans Full Metal Jacket, ça serait le sergent instructeur, joué par Lee Ermey. C'est une histoire intéressante d'ailleurs, parce qu'il travaillait en tant que consultant technique sur le film, et Kubrick a remarqué qu'il avait le potentiel pour interpréter le rôle du sergent instructeur, donc, et il l'a engagé. Il a tellement apprécié son jeu qu'il l'a laissé improviser en grande partie, un peu comme ce qu'il avait déjà fait pour Peter Sellers dans Lolita et Dr. Folamour. D'ailleurs, je crois que c'est les deux seuls qu'il a laissé improviser dans ses films. Et une chose dont ce personnage est le symbole, c'est cette masculinité affirmée, qui s'affirme d'ailleurs souvent à travers de la misogynie et du racisme, quelque chose qu'on avait déjà évoqué sur Shining. Et en plus de ça, dans les films de Kubrick, il y a toujours l'idée que la femme est la victime silencieuse et parfois même invisible, celle dont on n'entend pas la voix souvent, mais qui subit la violence des hommes. Et là, avec la fin de Full Metal Jacket, on a une sorte de réminiscence des Sentiers de la Gloire, dans lequel finalement, c'était la femme qui avait le dernier mot. Là, la morale, c'est le héros qui la prononce, mais c'est une nouvelle fois une femme qui permet aux personnages masculins de repenser leur expérience sous une autre forme. Et cette fois-ci, c'est même presque un enfant, une très jeune femme en tout cas, ce qui change quelque chose au niveau du sens, parce qu'il y a une notion de désir sexuel qui disparaît. Et c'est quelque chose qui parcourt aussi son cinéma, cette idée que la guerre est toujours liée au désir sexuel, une idée qu'on retrouve dès son premier film, Fear and Desire, qui met déjà dans le titre en exergue cette dualité, et qui est d'autant plus accentuée dans Dr. Folamour. Il y a toujours à la fois un désir d'amour, un désir sexuel en tout cas, et une pulsion de violence, qui dans ce film s'illustre bien par l'inscription sur le casque du héros, sur lequel il est écrit « Born to Kill », littéralement « né pour tuer », et le badge sur son torse avec le symbole « Peace and Love », paix et amour, qui représente, selon les mots du personnage, la dualité humaine. Dans chaque Kubrick, ou presque, on retrouve un conflit. Comme le dit le principal intéressé, la paix n'a pas d'histoire, ce qui a un double sens parce que c'est à la fois l'histoire avec un grand H qui naît de la guerre, qui naît du conflit. Sans ça, il n'y a plus d'histoire. Comme disait Georges Perec, c'est l'histoire avec sa grande H. Et en ce qui concerne le cinéma, c'est la même chose au fond. La base du récit, c'est le conflit, et c'est aussi ce qui oppose un cinéma plus expérimental, plus contemporain. Mais même là-dedans, il y a du conflit, avec le cinéma qui le précède finalement. Et d'ailleurs, on observe que la guerre est presque toujours présente dans ces films, souvent comme une toile de fond d'ailleurs. C'est la troisième guerre servile dans Spartacus, c'est les batailles dans Barry Lyndon, les combats entre gangs rivaux dans Orange Mécanique, et plus évident encore, la guerre froide dans Dr. Folamour, ou même dans 2001, sous fond de conquête de l'espace, qu'on ressent dans la discussion qui oppose un docteur russe à un astronaute américain, mais aussi au début avec la guerre entre les singes, avec l'idée que c'est d'une certaine manière la guerre qui a dissocié l'homme du singe, et qui a donc fondé l'humanité. Et ce qu'on observe aussi, c'est que c'est la présence dans chaque film d'une arme explicitement utilisée pour tuer, ou au moins pour blesser, dans chaque film, sans exception. Et ça, c'est pas quelque chose de commun à tous les cinéastes qui ont traité du conflit au cinéma, parce qu'en fait, Kubrick a une vraie philosophie de l'opposition. Ses premiers films étaient sur des matchs de boxe, c'est aussi un grand fan d'échecs, un passionné de sport, et dans chacun de ses films, on ressent une dimension guerrière. Ça a presque aucun sens de dire ça, mais on sent que les personnages sont en lutte, à la fois avec eux-mêmes, mais surtout avec les autres. Et ça, la musique, à chaque fois, l'exprime très bien, puisqu'on a une tension qui est créée par des instruments à percussion, que ça soit la batterie ou le tambour. Dans presque chacun de ces films, en fait,
et en particulier dans Le baiser du tueur, Les Sentiers de la gloire et donc Full Metal Jacket. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus intéressant quand on sait le passé de Kubrick en tant que batteur de jazz. C'est une qualité qu'on peut aussi retrouver dans le montage. Et dans le film, quand les soldats arrivent dans le village, la seule musique qui accompagne les images, c'est un tambour, qui rappelle vraiment les Sentiers de la gloire pour le coup. Il y a d'autres choses qui rappellent d'ailleurs les Sentiers de la gloire. Ce plan notamment, quand le groupe s'avance pour aider le soldat appelé Animal Mother, qui rappelle ce plan quand la brigade attaque la fourmilière. D'ailleurs, comme ce que j'avais pu déjà dire dans ma vidéo à l'époque, on a un aspect qui se rapproche du documentaire, et c'est peut-être encore plus présent dans Full Metal Jacket. Dans les scènes de guerre, on suit les personnages dans leurs mouvements, on les accompagne dans leur périple, et de cette manière, la caméra, et par la même occasion le spectateur, est inclus dans la scène. On retrouve aussi cet aspect dans les entretiens accordés aux soldats, qui sont des faces caméra, avec caméra et micro apparents. On a même le contre-champ sur l'équipe technique. Et c'est aussi une séquence qui met en avant quelque chose que rappelle Kubrick en entretien, qui est que les soldats font preuve d'un grand cynisme, particulièrement pour cette guerre, qui ont parfois l'impression de jubiler du fait de combattre l'ennemi. Mais malgré ça, on a une vision plutôt impartiale de la guerre. Kubrick disait qu'il voulait refaire un film de guerre parce que celui sur les Sentiers de la gloire était antimilitariste. Et là, c'est pas un film antimilitariste, c'est une vision qui se veut réaliste de la guerre au Vietnam, et qui est d'ailleurs basée sur un roman de Gustav Hasford, qui a réellement combattu au Vietnam et qui a relaté les faits dans son livre. Et donc c'est une expérience qui constitue le récit. C'est un passage de l'innocence jusqu'à la perte de cette innocence, justement, jusqu'à la maturité, qui est peut-être d'ailleurs accompagné de culpabilité, ça on n'en a pas la réponse, parce que le personnage devient un tueur finalement, c'est lui qui tue la jeune femme à la fin, et ça résonne avec le discours de formation du sergent instructeur, qui prenait en exemple Charles Whitman et Lee Harvey Oswald, des meurtriers donc, pour leur montrer ce qu'ils devaient faire. Et c'est cette scène d'ailleurs qui va donner à Pyle l'idée de tuer le sergent instructeur, puisque juste après, on a un plan sur son visage, sur lequel on projette la préméditation du meurtre. Donc comme je le disais, c'est une sorte de récit initiatique du héros, qui va gagner en expérience et qui va perdre son innocence. C'est pas quelque chose qu'il faisait souvent, mais Kubrick, dans un entretien, va donner l'explication de la fin du film. Quand il chante la chanson sur Mickey Mouse, Kubrick dit que c'est une chanson très populaire aux États-Unis, qui signifie que ceux qui écoutaient cette chanson quelques temps plus tôt sont aujourd'hui ceux qui font la guerre, ce qui montre qu'ils ont perdu leur innocence. Et il rajoute que c'est un moment important de nostalgie américaine. Ce qui est intéressant, je trouve, avec ça, c'est que c'est un des rares témoignages de Kubrick comme appartenant à un groupe. C'est plus quelqu'un qui s'est isolé de toute forme d'association, de toute forme de groupe. Et là, c'est un des rares moments où on ressent qu'il appartient à un pays, qu'il appartient à une culture, à un groupe, donc. Et c'est aussi ce que montre le film, c'est-à-dire que l'armée, c'est à la fois les pires et les meilleures années d'une vie. C'est ce que racontent d'ailleurs beaucoup de gens qui ont fait la guerre. Il y a à la fois cette peur de mourir, évidemment, mais il y a aussi des moments de camaraderie, des amitiés qui naissent, qu'on retrouve aussi dans le film. Et d'une certaine manière, ça leur apporte aussi une raison de vivre, c'est assez étrange de dire ça, mais le sergent instructeur leur dit que eux sont faits pour mourir, mais que les Marines existeront toujours, et qu'à travers ce corps de l'armée, eux aussi existeront pour toujours. Et ça m'a rappelé ce que disait Kubrick à propos de Shining, que les histoires de fantômes sont optimistes, car elles annoncent une vie après la mort, et que les histoires d'amour nous transcendent, parce qu'on se dit qu'après notre mort, quelqu'un au moins pensera à nous. Et finalement, c'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans la morale du film, l'idée que les morts disent tous qu'il vaut mieux être vivant, et que lui est heureux d'être vivant et presque en un seul morceau. Et ça évoque aussi l'épilogue de Barry Lyndon, dans lequel on disait que riche ou pauvre, bon ou mauvais, tous les personnages étaient morts aujourd'hui, et étaient égaux. Là, c'est une fin plus optimiste, qui annonce d'ailleurs celle de Eyes Wide Shut, dont on reparlera dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas mon préféré de Kubrick, c'est même peut-être un de ceux que j'avais le moins aimé à la première lecture. Le seul de la série
que j'avais vu une seule fois avant. Donc j'espère que ça aura pas trop orienté mon analyse et que tout ce que j'ai dit a été pertinent. En tout cas, moi je serais ravi de vous retrouver pour la dernière vidéo de la série, qui sortira dans 8 jours, et qui portera donc sur Eyes Wide Shut. Et d'ici là, je vous dis à très vite.